je corrige ce que j'avançais tout à l'heure. On parle bien sûr du ministre nigérien de la communication. Nous sommes entendus avec la société russe pour l'acquisition de ces 3 satellites pour la durée. Une durée de 4 ans. A-t-il d'ailleurs annoncé, relevant qu'à la suite de ces discussions, le Mali a signé, le Niger également. Côté russe, la partie russe est également en train de se réunir pour voir les modalités de la suite à donner justement à ce dossier en question. Habib Boubacar Touré, vous êtes au Niger et de très près votre pays est concerné par l'acquisition de ces 3 satellites en question. L'objectif à long terme est de permettre à vos pays respectifs, bien qu'ils soient engagés dans une confédération, de leur permettre justement à pouvoir eux-mêmes piloter justement ces satellites et pouvoir les utiliser à leur guise. Première réaction, comment accueillez-vous justement l'annonce de l'acquisition de ces 3 satellites qui seront jusqu'ici déterminants dans la lutte contre les groupes armés terroristes, satellites de communication, de détection ou encore les radars pour le radar pour la défense et la sécurité? Vous le dites bien, monsieur Nguéné, la pertinence et la nécessité... Habib, j'ai l'impression que votre micro est désactivé. Le micro est bien allumé, je ne sais pas si vous me recevez. Allez-y Habib, je pense que cette fois c'est bon. Voilà, donc, je disais tantôt que la pertinence et la nécessité de disposer d'une telle technologie dans le cadre du combat contre les groupes armés, les groupes terroristes auxquels nous faisons face, et aussi de la nécessité de reconquérir notre souveraineté dans le domaine des télécommunications est une nécessité absolue. Il n'y a pas de sujet à débattre sur cela. Maintenant, le peuple entier de l'AES a accueilli de façon favorable d'autant plus que cette information, d'autant plus que ça vient d'un partenariat avec un partenaire qui s'est montré jusqu'ici quand même sincère dans sa collaboration avec les États de l'Alliance du Sahel, notamment la Fédération de Russie. Mais néanmoins, il reste encore des questions auxquelles les dirigeants actuels, parce que quand on parle de souveraineté, quand on parle de liberté, quand on parle de la nécessité d'une gouvernance vertueuse, tout cela engendre aussi la nécessité de la redevabilité et d'un partage d'informations au niveau du peuple pour que tous puissent comprendre les tenants et les aboutissants de la situation. Quoi qu'il en soit, ces accords-là sont des accords qui ont aussi des incidences financières. On ne nous dit pas combien est-ce que l'acquisition de tout ce matériel-là va coûter à nos États, et aussi l'aspect sécuritaire qui revient, qui parle de surveillance satellitaire, parle aussi quand même de la sécurité fondamentale de nos territoires qui regorgent d'extrêmement de richesses. Aujourd'hui, on est unanime à comprendre que nous n'avons pas les ressources humaines qualifiées nécessaires pour pouvoir contrôler ce processus-là. Déjà, on nous parle de 4 ans pour la construction de ces satellites-là, mais avant ces 4 ans, nos États se sont engagés dans une démarche de location de ce matériel-là. Certes, la Fédération de Russie est un partenaire stratégique de nos États, mais nous restons des États indépendants et souverains pour lesquels aucun partenariat stratégique ne peut nous amener à nous jeter aussi dans les mains d'un autre partenaire qui aujourd'hui, vous savez pertinemment que les relations internationales sont extrêmement dynamiques et que si aujourd'hui nous sommes en bon terme, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je pense qu'il y a encore beaucoup plus comment on appelle ça, de prudence à lever dans ce partenariat-là qui est extrêmement sensible. Mais la nécessité, elle est là. Les groupes armés qui nous attaquent sont à moto. On a des territoires extrêmement vastes. Prenons uniquement le cas du Niger. 1 267 000 km². On n'a pas les moyens technologiques pour contrôler notre territoire. Donc, qu'un apport de ce genre, la technologique de ce genre, puisse être à notre profit, c'est bénéfique. Mais il faut aussi se donner les moyens de le contrôler. Et en amont, quand cette technologie va arriver, on ne nous dit pas quel est le plan qui a été mis en place pour que, à la fin du processus, que nous soyons réellement des détenteurs qui maîtrisent de bout en bout cette technologie, qui va permettre de créer aussi
Habib, justement, c'est pour te relancer, Habib. C'est pour te relancer, puisqu'il faudrait que je revienne sur les propos tenus par votre ministre de la Communication. Il dit, première étape, signature de l'accord avec la société russe Glavkosmos. Deuxième étape, formation des cadres, des ingénieurs, des étudiants, formation bref de tous ceux qui auront la charge de la gestion de ces équipements. Troisième étape, fabrication des satellites. L'objectif est bien sûr de permettre, je le rappelais il y a quelques instants, de permettre d'ici 4 ans à vos concitoyens de pouvoir eux-mêmes piloter justement ces satellites en question et de pouvoir disposer d'eux à leur guise. Voici ce qu'il dit, le ministre nigérien de la Communication. Nous allons faire en sorte que notre souveraineté soit assurée à travers ces satellites parce que la gestion de ces équipements sera assurée par nos compatriotes de 3 pays, étant donné que nous sommes très pressés pour avoir ces équipements qui restent très importants pour nos pays. Nous avons obtenu la possibilité de location de tous ces équipements similaires en attendant la fabrication de nos propres satellites, a conclu le ministre de la Communication du Niger, Habib Boubacar Touré. J'entends tout cela, M. Nguéné. Déjà, vous avez noté qu'il faut 4 ans pour pouvoir fabriquer ces satellites-là. Oui. Et entre-temps, on s'est engagé dans un processus de location de ces mêmes types de satellites pilotés par les partenaires et les informations mises à la disposition de nos États. Déjà, pendant cette période de 4 ans, ça va être une période blanche durant laquelle nous ne recevrons que les informations que le partenaire aura mis à notre disposition. Mais il y aura le volet formation, Habib. Il y aura le volet formation qu'il faudra également prendre en considération. Les ingénieurs maliens, nigériens et burkinabés qui seront formés au même moment, Habib Boubacar Touré. On est en train de parler d'une technologie hautement sensible et stratégique. Monsieur Nguéné, vous n'êtes pas sans savoir que ne serait-ce que votre téléphone smartphone, des personnes en dehors peuvent avoir des portes dérobées pour pouvoir, comment on appelle ça, pirater et extraire vos données. Là, on est en train de parler d'une technologie extrêmement sensible, notamment les satellites qui peuvent couvrir tous nos territoires, cartographier, photographier, archiver et ainsi de suite. C'est pourquoi je vous parle d'une quand même technologie extrêmement sensible pour laquelle je pense qu'il faut être extrêmement prudent dans le cadre de la mise en œuvre de cette technologie. Il ne faut pas que les résultats pour lesquels nous sommes en train de partir vers cette technologie nous reviennent comme un effet boomerang à la figure. On avait des partenaires avant la Fédération de Russie, on a vu comment ces partenaires s'étaient comportés avec nous, on a vu comment ces partenariats-là avaient pris fin, et je pense que pour ce partenariat présent, il faut prendre les garanties nécessaires pour que nous ne soyons pas mis dans une dynamique où dans 10 ans, dans 15 ans, que nous soyons là encore avec des larmes de crocodile en train de pleurer parce que nous n'avons pas regardé l'aspect de la chose. Le Niger est aujourd'hui producteur du pétrole depuis pratiquement une dizaine ou une quinzaine d'années. Nous ne sommes pas capables de faire fonctionner un puits de pétrole aujourd'hui. Nous n'avons pas eu ce transfert de technologie. Nous ne sommes pas capables de faire fonctionner la seule raffinerie que nous avons sur notre territoire sans la participation des partenaires chinois. Donc, ce sont des erreurs auxquelles nous avons assisté. L'uranium est exploité depuis plus de 50 ans au Niger. Jusqu'à cette date-là, le Niger ne maîtrise pas encore la technologie de l'uranium de bout en bout. C'est pourquoi j'ai dit, si nous décidons de nous mettre dans cette nouvelle voie de souveraineté technologique, il faut se donner les moyens aussi et le temps nécessaire pour pouvoir former des cadres à nous, maîtriser la technologie de bout en bout pour pouvoir faire en sorte que cette technologie, au-delà des informations, au-delà du support opérationnel que ça peut nous apporter, que ça soit aussi une technologie qui va contribuer à créer de la richesse, à créer des emplois et à créer aussi ce progrès auquel nous aspirons tous. C'est ça en réalité les questions que nous posons au niveau des peuples et chacun se demande aujourd'hui, certes la nécessité est là, mais est-ce que nos autorités ont pris les dispositions nécessaires? Si elles les ont prises, c'est tant mieux, mais nous sommes dans le droit de nous poser toutes ces questions et d'attirer l'attention aussi de l'autorité sur le danger auquel on peut être exposé si tous les contours de cette technologie-là n'est pas complètement maîtrisé, d'autant plus qu'on nous parle d'une période quand même grise de 4 ans où on peut aller dans une dynamique de location. On ne sait pas combien ça va coûter à nos caisses publiques. On ne sait pas à terme
Puisqu'on nous parle, les techniciens nous disent que ces satellites ont généralement des durées de vie de 5 à 15 ans. Au bout de 15 ans, quel est le plan qui va être mis en place pour que nous continuions à disposer de ces technologies? Parce que nous avons acquis un transfert de technologie qui nous permet d'avoir aussi une industrie locale pour la production, pour le fonctionnement, pour la maintenance et tout ce qui s'ensuit. C'est ça, en réalité, les vraies questions qu'il faut se poser aujourd'hui par rapport à cette nouvelle qui, à ton point de vue, est une bonne nouvelle, mais il faut mettre quand même les garde-fous nécessaires. Merci à vous, Habib Boubacar Touré. Bonne nouvelle, mais il faut questionner la pertinence, mais également la nécessité. Merci à vous, Habib Boubacar Touré. Alors, faut-il se montrer patient parfait d'homme, prudent vis-à-vis de l'implémentation de cette technologie? On annonce l'acquisition, bien sûr, de 3 satellites de haute altitude. L'information est très loin d'enthousiasmer au regard justement des réalités qu'Habib Boubacar Touré souligne aujourd'hui, bien que certains aspects aient été dévoilés. On parle bien sûr de la signature de l'accord en question, qui est la première étape. La deuxième étape, qui est la formation des ingénieurs, entre autres, mais également des cadres qui seront plus tard appelés qui seront plus tard à la charge de la gestion, bien sûr, de ces équipements. Et bien sûr, la troisième étape, la fabrication des satellites proprement dite. Bon, je commence d'abord à dire merci à Habib Boubacar Touré. Je pense qu'il a fait un exposé en fonction d'une analyse du terrain qu'il a pu produire. Il a pris le risque de peut-être dire des choses que certains de nos amis panafricanistes ne sont pas souvent très, j'allais dire, prêts à accueillir comme vérité. Parce qu'on pense que tout est facile. Mais cela, loin de lui, je pense que l'idée de penser que la Russie n'est pas un partenaire fiable, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. Je pense que loin de la BIP, cette idée-là, il sait pertinemment qu'il n'y a pas de comparaison entre les anciens, ce qu'on appelait les partenaires quasi naturels, n'est-ce pas, des pays de l'AES, avec un pays comme la Russie, dont tout le monde connaît le sérieux. Et tout le monde connaît la détermination pour aider les peuples africains, comme ils l'ont toujours fait depuis le mouvement de libération de notre continent, à pouvoir aider ces peuples-là à retrouver leur souveraineté. Ce n'est non plus un partenaire totalement désintéressé, si on s'en tient peut-être à ce qui est relevé. Le mot partenaire désintéressé n'est pas à sa place. C'est un partenaire de qualité, c'est un partenaire fiable sur qui on peut compter dans notre lutte, dans notre quête pour pouvoir sortir de cette cage de fer dans laquelle je dénonce tout le temps, dans laquelle nous avons été enfermés depuis la fameuse conférence de Berlin. Alors maintenant, il y a des choses, c'est-à-dire dans la structuration, dans l'agencement de ce projet que nous pouvons évidemment questionner. D'abord, ça m'aide à me conforter dans l'analyse première que j'avais eue quand on nous a annoncé cette confédération des États de l'AES. Vous voyez la gymnastique qu'il faut faire entre 3 ministres pour présenter un projet aussi important pour la survie, au moins sécuritaire, de l'AES. Donc moi, je continue de vous dire, c'est bien beau, la confédération, mais au vu des enjeux du moment, il fallait aller vers la fédération. En allant vers la fédération, on faisait des sauts. Il y a un certain nombre de cueils qu'on franchissait sans que cela ne pose problème aux administrations de pouvoir concorder, de pouvoir, n'est-ce pas, accorder leur violon avant de présenter un projet comme celui-là. Le deuxième aspect de la question dont l'analyse d'Habib me conforte encore davantage, c'est qu'il faut revoir nos modes d'acquisition de connaissances et orienter notre cap, maintenant que c'est évident, ce que nous voyons, vers des domaines qui sont de l'ordre de la science, de la technique et de la technologie, pour que nous puissions avoir rapidement une fine crème en termes d'ingénieurs, en termes de techniciens, en termes de capacité, n'est-ce pas, du point de vue d'acquisition cognitive, pour aller rapidement dans un projet aussi important ou aussi délicat que celui-là. Parce que qu'est-ce qu'on va se passer? On sera obligé de former les ingénieurs pour pouvoir se moudre dans cette entreprise hautement délicate de la fabrication de ce satellite. Et c'est la raison pour laquelle le ministre nous a dit pendant ces 4 ans, nous serons obligés de sous-louer, n'est-ce pas, cette prestation
à nos amis russes parce que, évidemment, nous n'avons pas encore le personnel qualifié pour pouvoir mener à bien ce projet. Et la dernière chose, c'est là encore, ça revient à la question de la fédération ou bien la confédération. Je continue de me poser la question. Je le dis sincèrement, sans blesser qui que ce soit, est-ce que nous sommes obligés, en termes de communication, de communiquer sur tous nos projets stratégiques? C'est une question que je me pose. Pour vous, ce n'était pas utile de mettre en lumière l'acquisition de ces 3 satellites? Vous voyez, mais ça peut être également considéré comme une communication dissuasive, façon parfaitement, vis-à-vis des groupes armés terroristes. Oui, mais... un message qui leur sera envoyé en leur disant, voilà, vous voyez que nous disposons d'une technologie capable de vous localiser n'importe où dans le Sahel. Comme disait quelqu'un, le tigre ne montre pas sa tigritude, ou le Shorinka, il bondit sur sa proie et la dévore. On n'a pas besoin de ce type de démonstration vis-à-vis des ennemis. Nous sommes là pour mettre en place des stratégies pour annihiler complètement la capacité de nuisance de ces ennemis-là. Donc pour cela, il y a une communication, à mon sens, dont il faut qu'on commence à faire l'économie. Et nous pouvons le faire que si nous réglons en amont la question de cette unité politique par le biais d'une fédération. Parce que là, les opinions ils attendent. Ils sont obligés d'avoir ce type d'informations pour se donner la certitude que les hégémons sont en train de travailler pour eux. Alors que si nous étions dans une fédération, je crois que ce sont les résultats seulement qu'on aurait dû attendre. Il y a beaucoup de pays. Quand la Corée du Nord décide de se lancer dans un programme de recherche pour créer, par exemple, un missile balistique, ils n'informent personne. Parce que c'est un peuple. C'est un tout. Ils travaillent. Et vous allez sûrement vous rendre compte qu'ils sont arrivés à ce niveau de perfectionnement du point de vue scientifique, technique et technologique. Le jour où ils vont lancer, ils vont faire le tir d'essai de leur missile balistique. C'est tout. C'est la même chose pour les Iraniens. Donc, je continue de dire, attention, attention. Oui. Cette manie, cette manière, cette propension, sur le point de vue de la communication, d'annoncer toujours en avance ce que nous préparons de faire et ce que nous allons faire dans le futur, ça peut avoir des avantages, mais aussi des inconvénients. Donc, il faut qu'on fasse très, très, très attention. Je vous rappelle qu'avant de détruire l'Irak de Saddam Hussein, les Américains ont procédé par d'abord une première touche. Ils disent à Saddam Hussein leur dit, l'affaire de pétrole caucasien là, c'est mon pétrole. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, les Américains disent, tu peux le prendre, hein, tu peux faire comme tu veux. C'était le piège. Saddam Hussein tombe dedans, paf, il lance la guerre contre l'Irak sur le Koweït. Mais vous savez ce qu'ils visaient, au fait? C'est qu'ils avaient peur. Saddam Hussein avait déjà formé plus de 500 ingénieurs qui maîtrisaient l'atome, dont des physiciens nucléaires. Et pour eux, c'était un danger, parce qu'ils savaient pertinemment que laisser Saddam Hussein continuer dans ce sens-là, il devait forcément, à moyen terme, avoir la bombe atomique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé Saddam Hussein rentrer dans le piège de l'attaque contre le Koweït pour détruire complètement l'Irak et éliminer des ingénieurs dans le domaine qui ne voulaient pas se faire acheter et acheter pratiquement la quasi-totalité des ingénieurs qui maîtrisaient l'atome irakien et les embarquer vers les États-Unis pour la suite que nous connaissons aujourd'hui. Donc, faisons attention chaque fois que nous sommes dans des domaines aussi précis. Ça peut sembler banal, le fait de savoir que au Burkina, nous avons, je ne sais pas, 10 ingénieurs qui se forment dans la construction et l'utilisation d'un satellite, au Niger tel nombre, au Mali tel nombre, mais les renseignements occidentaux, surtout impérialistes, ils vont tout faire pour avoir l'identité de ces ingénieurs-là. Et qui sait? Soit ils vont tenter de les retourner, soit ils vont tenter de les éliminer, comme le font d'ailleurs avec des ingénieurs iraniens presque de manière quasi quotidienne. Nous sommes en guerre. C'est vous qui le dites chaque fois. Vous reprenez une expression que j'utilise depuis plus d'une décennie. Nous sommes en guerre et par rapport à cela, il faut savoir vraiment avancer sans faire trop dans l'emporte-pièce en termes de déclaration, mais surtout en étant sérieux, en étant
en agissant de manière unie et uniforme. Et ça, je crois que c'est vers là que nous devons passer. Mais sinon, quoi de mieux que de savoir qu'enfin, nous aurons la capacité, hors de l'Occident, d'avoir des possibilités pour voir ce qui se passe chez nous, même si tu mets une guille dans une boule de foin, pour qu'on puisse la détecter pour notre sécurité, mais aussi cartographier notre espace, mais aussi voir ce que nous avons comme richesse dans notre sous-sol, parce que la plupart du temps, nous avons les États où on dit qu'on a l'or, on a le diamant, on a tout, mais nous ne savons pas exactement les quantités que nous avons dans ces différents minéraux-là. Et en plus, au pouvoir former, n'est-ce pas, pour sortir, patient, oui, je sors par là, pouvoir sortir et former des expertises nationales, endogènes, pour pouvoir encadrer tout cela. Voilà. Habib Boubacar Touré, dans votre première prise de parole, vous avez émis certaines réserves concernant justement l'implémentation de cette technologie. Faut-il craindre un risque? Y a-t-il un risque aujourd'hui, Habib, au regard justement de toutes ces réserves que vous avez émises, que les résultats recherchés jusqu'ici ne soient pas atteints, ou du moins sur la première phase, partant justement de la location en question, avant que vos ingénieurs ne puissent entrer en jeu avec justement après la parfaite maîtrise et la gestion justement de ces satellites, Habib? Arrêtons-nous à l'exemple qu'a pris le doyen, ne serait-ce que pour la sécurité de nos compatriotes du Sahel qui allaient bénéficier de cette opportunité pour aller se former à cette technologie. Est-ce qu'on ne met pas en danger aussi leur vie si on se permet déjà d'annoncer? Il faut se questionner d'abord sur la nécessité de cette annonce en grande pompe pour une technologie aussi sensible. Rappelez-vous qu'au début du règne du CNSP, une ordonnance avait été prise par justement le CNSP pour pouvoir extraire toutes les commandes du domaine du militaire et sécuritaire de ces effets d'annonce et tout cela, parce que justement il y avait cette nécessité de garder la discrétion autour de ça. Et le Mali avait fait de même, je n'ai pas confirmé pour le Burkina. Cela aurait pu être un instrument quand même juridique sur lequel on pouvait surfer pour garder ce type d'informations dans le domaine réservé de la sécurité et du secret, pour pouvoir protéger et ceux qui vont être mis en contribution pour la mise en œuvre de cette technologie, mais aussi pour que cette technologie puisse être efficace, ne serait-ce que dans le cadre de cette opportunité de location, ou si déjà nos forces de défense et de sécurité commencer à utiliser ces informations satellitaires, mais l'ennemi va se retrouver complètement déboussolé, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à les poursuivre, on n'arrive plus à les débusquer, pour la simple raison qu'ils sont en moto, ils sont extrêmement mobiles. Et la couverture du territoire n'est pas encore optimale. Si on avait disposé de cette technologie et que nos forces de défense l'utilisaient comme un avantage sur le terrain pour pouvoir prendre en chasse et neutraliser ces porteurs de malheur pour nos peuples, je pense que ça aurait beaucoup été plus utile. Mais si on décide de communiquer aussi, il faut communiquer jusqu'au bout. C'est pourquoi dans ma première prise de parole, il faut communiquer jusqu'au bout, Habib Boubacar Touré. Mais est-ce que vous mettez sur la table, ne remet-il pas en question aujourd'hui la stratégie de communication commune les ressources nécessaires pour monter en puissance et permettre à nos forces de défense et de sécurité d'être au niveau de combattre cette hydre terroriste-là. Donc si on a décidé de communiquer, il faut aussi communiquer de façon très transparente pour que tout le monde sache quelle est l'ampleur du projet, où est-ce qu'on y va et combien ça va nous coûter à terme pour que nous puissions l'utiliser de façon très efficace et efficiente. C'est ça les questions en réalité qu'il faut continuer à se poser et la nécessité de rendre compte au niveau des autorités actuelles. Mais est-ce une façon pour vous, Habib Boubacar Touré, d'appeler vos dirigeants à adopter une sorte de stratégie de communication commune aujourd'hui, propre à la Confédération, parce que là, c'est le ministre nigérien de la communication qui s'est exprimé, qui a été beaucoup plus mis en avant lors de la signature justement de ce mémorandum d'accord. Il y a quelques jours ou quelques semaines, quand la même signature avait lieu au Mali, la même communication avait couvert
cette actualité. Donc, ne soyez pas surpris que demain, la même entreprise se transporte avec ses délégués au niveau du Burkina et qu'à l'issue de la signature, que la même communication se fasse au niveau du ministre. Et ça pose la question que le doyen a soulevé quand même de façon subsidiaire, la question de la coordination de la communication au niveau de la Confédération, qui peut-être il faut voir aussi la nécessité d'aller vers cette fédération ou au moins mettre en place des structures confédérales qui vont prendre en charge les différents domaines qui ont été édictés dans la charte de la Confédération pour qu'il puisse y avoir une homogénéité au niveau de la communication pour des projets pareils, parce que c'est un projet qui concerne les 3 États de l'Alliance du Sahel. S'il faut passer État par État pour pouvoir signer, communiquer à la sorte de l'État, je pense que les peuples même vont finir par se perdre et se demander si c'est 3 satellites ou bien ça va être 9 satellites. C'est ça la question avec. Merci à vous, Habib Boubacar Touré. On espère que ces structures confédérales seront rapidement mises sur pied. On annonce d'ailleurs que le Mali a ratifié, entre autres, le traité de la Confédération de l'AES, patient parfendum. Que dire aux autorités aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a ces réserves qui sont clairement émises, mais il faut avoir l'honnêteté de reconnaître au moins qu'il s'agit d'une avancée significative. Parce que là, on met clairement en exergue ce que vous souhaitez, vous appelez clairement cette réforme du système éducatif. Il y a ce partage d'expérience. Il ne faut pas perdre cela de vue, patient parfendum. Quoi qu'on dise, quoi qu'il en soit, des experts nigériens, maliens et burkinabés seront formés à l'utilisation et à la gestion de ces satellites en question. Oui, mais il ne faut pas que ce soit une espèce d'exception qui confirme la règle de... Mais ça sera déjà une avancée, messieurs. Non, nous ne disons pas que ce n'est pas une avancée. D'ailleurs, vous voyez comment, dans la toile, sitôt que cette information a été annoncée, comment les gens sont euphoriques, les gens sont très heureux, ils sont très contents, ils sont même dithyrambiques concernant cette annonce. Ce n'est pas à ce niveau que le problème se pose. Mais nous passons des nuits à étudier cas par cas les autres pays, comment ils ont procédé, et nous nous rendons compte qu'il y a une culture générale de l'acquisition des connaissances qui doit être la base, n'est-ce pas, de la capacité d'un pays de se doter plus tard, ce que j'appelais la fine crème, n'est-ce pas, de la pyramide d'ingénieurs de qualité capables eux-mêmes non seulement de se moudre très facilement dans un projet comme celui-ci, mais à terme de constituer un hub, n'est-ce pas, d'expérimentation, de travail, de finalisation et de construction pour qu'ils soient capables de produire eux-mêmes des satellites africains sans avoir besoin forcément de l'expertise même de nos amis russes à terme. Et pour cela, il faut que nous arrivions, nous puissions arriver à une espèce de culture de la science et de la promotion, de culture, de la promotion de l'acquisition de la science, des techniques et des technologies, comme notre arme fatale. Il faut qu'on sorte, n'est-ce pas, l'éducation, les modes d'acquisition de connaissances de nos États vers là où ils sont aujourd'hui, qui sont tout simplement des connaissances, j'allais dire, des humanités, comme l'appellent les Français. Il faut qu'il y ait un basculement pour que on donne la part belle à l'acquisition des techniques, des technologies et de la science au sens large du terme, parce que c'est là où on nous attend. Nous avons un sous-sol riche. Nous avons des terres arables. Nous avons des cours d'eau. Et puis, sans oublier de l'eau douce. Comment on fait pour exploiter tout ça pour le bien des Africains? Il faut que les Africains soient capables de créer, n'est-ce pas, cette expertise-là, de créer des machines qui vont avec, de créer des outils performants ou bien de maîtriser d'autres outils qui ont déjà fait les preuves ailleurs et que d'autres utilisent avec beaucoup de bonheur. Si nous, pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il faut déjà que la culture de la science, de la technique et de la technologie soit la plus répandue au niveau de l'acquisition des connaissances même basiques de nos enfants. Ce qui n'est pas encore le cas
quand on regarde les programmes scolaires dans nos différentes entités, premièrement. Donc ça n'a rien à voir, ce n'est pas antinomique avec le fait qu'au finish, nous aurons quand même un groupe d'ingénieurs de l'AIS qui seront formés à l'utilisation de ces satellites et qui, à terme, pourront les manager, les manipuler sans avoir recours. Oui, mais s'arrêter là, c'est un programme à minima, à mon sens. Il faut aller loin. Il faut aller loin. Il faut faire de notre espace un espace de savoir technique, technologique et scientifique pour qu'au-delà même des satellites qui nous sont proposés, que nous soyons peut-être capables de produire même nos propres satellites. Dans la guerre des drones, là, fabrication des drones, vous avez vu un pays qu'on n'attendait pas, comme la Turquie, qui a fabriqué un drone qui a été extrêmement performant, au point où même un grand pays comme la Russie, ils se sont attachés, elle s'est attachée, les services de la Russie, de la Turquie, par rapport à ce drone. Quitte à ce que plus tard, ils puissent modifier, transformer, mais surtout dépasser, n'est-ce pas, ce niveau avec les nouveaux drones que les Russes ont aujourd'hui, qui n'ont plus rien à voir avec les drones turcs. Oui, donc il ne faut pas se limiter à ce niveau. Il faut... Oui, il faut c'est ça la dynamique, c'est-à-dire que l'acquisition des savoirs. Il faut toujours être dans la capacité d'être, même de ne pas larguer totalement, d'être dans le peloton, mais surtout de travailler pour être en tête de course et pourquoi pas créer l'étincelle, l'éclair qu'il faut pour justement être en avant de la course. Moi, j'ai confiance en notre jeunesse. J'ai confiance en notre peuple parce qu'il est tellement intelligent. Je vois ce que les gens fournissent sans aucun encadrement, sans aucun mode de financement. Je me dis, mon Dieu, si ces gens-là, ces jeunes-là étaient encadrés, ils étaient dans des structures, n'est-ce pas, de travail adéquats, je suis sûr qu'ils seraient capables de produire des choses assez géniales qui émerveilleraient non seulement l'Afrique, mais l'ensemble du monde. Donc, c'est dans ce sens que nous devons aller. Mais maintenant, on dit que quand on se noie, on s'accroche à tout, même à un serpent. Donc, j'ai dit que tout à l'heure, mon ami Habib Boubacar, il ne faut pas prendre sa première intervention comme un défi ou bien quelque chose de suspicieux vis-à-vis de la Russie. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est que il faut, nous aussi, toujours pousser à notre avantage, toujours être dans cette campagne de l'opinion pour que nos décideurs comprennent très bien que dans le nouveau monde dans lequel nous sommes là, nous ne pouvons pas être les éternels consommateurs des techniques, des technologies que les autres ont créées. Il faut aussi qu'à terme, nous puissions nous doter des moyens et des possibilités pour que nous aussi, nous proposons nos savoir-faire, et Dieu sait qu'ils existent, n'est-ce pas, au reste du monde. C'est ça que, une fois de plus, hier, j'ai parlé de rendez-vous de donner et de recevoir. C'est en ce moment-là que le sens du rendez-vous de donner et de recevoir aura un sens. Mais sinon, nous serons des éternels gens qui se complaisent d'être étiquetés comme la périphérie du monde, qui n'apporte pas grand-chose à l'évolution du monde, qui n'est là que pour consommer ce que les autres ont conçu, ce que les autres ont mis en place. Et ça, c'est maintenant qu'il faut commencer à taper dessus pour que progressivement cela commence à prendre corps dans l'esprit et dans la perception des modes de gouvernement et de gestion de nos dirigeants. Merci à vous, patient parfum d'homme, satellite de communication, de détection ou encore radar de sécurité et de défense. Quelle est la pertinence et la nécessité, bien sûr, de cette technologie? Nous aurons également l'occasion de pouvoir réagir dans un instant. Mais pour l'heure, on se pose une autre question.